Bonjour à tous, bonjour David, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Sur le terrain de Jumpstart Studio. Avant de présenter mon invité du jour, je vais me présenter. Je suis Jordan, le fondateur de Jumpstart Studio. On est une agence de production de contenu et de gestion de réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je suis avec David Bessis, ou Bessis d'ailleurs. Bessis, qui va se présenter. Dis-nous un petit peu qui tu es, David, ce que tu fais et puis pourquoi tu es là. Salut Jordan, salut à tous. Donc je suis David Bessis, responsable communication pour l'entreprise Rubix France. On parlera probablement plus tard. Je suis là parce que j'ai répondu à ton invitation, parce qu'on a le plaisir de travailler depuis quelques temps ensemble. Oui. Sur la partie vidéo notamment. Je suis donc responsable communication et je travaille dans la communication depuis une grosse quinzaine d'années dans des grosses structures. D'accord. Dans les télécoms, dans les assurances, un tout petit peu dans le sport et puis donc là aujourd'hui dans la fourniture industrielle, donc en B2B chez Rubix en France. Avant Rubix, donc tu disais dans les télécoms, t'as beaucoup bossé dans la com interne notamment, me semble-t-il, hein, c'est ça ? Ouais, j'ai fait com externe, com interne. J'ai fait beaucoup de com interne en effet, notamment sur ma précédente expérience juste avant chez Rubix. D'accord. Dans une entreprise d'assurance mutualiste qu'on ne va pas citer, mais les gens trouveront facilement. D'accord. Et puis en fait, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais aujourd'hui, la com interne, la com externe, la frontière est plus floue qu'avant. Donc c'est difficile et puis c'est moins enthousiasmant, on va dire, de travailler que sur des fonctions, enfin sur des sujets de com interne. D'accord. Donc voilà, c'était une évolution naturelle. Je faisais beaucoup de com interne, j'ai fini par faire des projets à 360 comme on dit. Et puis là, je suis arrivé chez Rubix pour occuper le poste de responsable communication externe et interne et pouvoir faire un peu des deux en fait dans mon quotidien. Du coup, Rubix, fourniture industrielle. Concrètement, peut-être il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas forcément ce que c'est. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? À qui vous vous adressez au sein de Rubix France et Rubix Monde du coup ? Donc Rubix, alors on n'a pas Rubix Monde, on a Rubix Europe, d'accord. Rubix France, enfin Rubix Group on va dire et Rubix France. Rubix c'est le leader de la distribution de fournitures et de solutions industrielles en B2B pour les entreprises et pour des usines en fait pour être très précis. D'accord. Rubix en France est aussi leader sur son marché. En fait, on est un apporteur de solutions et un facilitateur du quotidien pour les usines, pour les sites de production. Et on vient leur apporter des solutions produits et des solutions plus complètes. Mais pour la partie produit qui est sans doute la plus simple à appréhender, en fait, on va leur fournir tout ce qui est dans l'usine, qui ne concerne pas les machines, enfin on va pas vendre les machines en fait concrètement, on va vendre un peu tout le reste, c'est-à-dire alors les gens se projettent facilement sur des gants, des chaussures, des lunettes, donc des équipements de protection individuelle, et puis après en fait des tournevis, des escabeaux, des outils coupants, des outils d'usinage, donc après on rentre dans des trucs un peu plus techniques, des roulements, enfin en fait tout ce qui va faire fonctionner l'usine, tout ce qui permet à l'usine de fonctionner et aux machines de ne pas s'arrêter. On est là pour aider les boîtes à être performantes au niveau opérationnel, donc que la chaîne de production tourne et surtout elle ne s'arrête pas de tourner. On est là pour les aider à être plus performantes au niveau économique, faire économiser, acheter mieux et puis éviter des fois d'acheter ou acheter plus malin. Et puis aussi pour les aider sur leur performance environnementale, là c'est plutôt une dimension de service, c'est-à-dire qu'on a des services de conseil, d'optimisation, soit de gestion des stocks, soit de gestion de circuits d'énergie par exemple dans une usine. Enfin, c'est des choses qui consomment beaucoup, qui sont énergivores et donc voilà, on a une approche assez complète et on essaye de vraiment être un partenaire au quotidien pour les industriels et ce qu'on aime dire c'est que eux ils se concentrent sur leur job c'est de produire et nous on les aide à se concentrer sur leur job. Et nos clients, parce que j'ai pas répondu à cette partie-là, nos clients peuvent être des petits clients comme des gros clients. On travaille avec pas mal de grands comptes aussi, de mémoire 25 entreprises sur les 40 du CAC 40.
Et ça va de l'aéronautique à l'agroalimentaire, en passant par l'automobile, la papeterie, voilà, et des marques, évidemment, certaines qu'on connaît tous, des petites boissons avec des bulles gazeuses, des transporteurs, des réseaux ferroviaires, enfin voilà. On travaille avec des grosses boîtes et on est content de les aider. Et du coup, tu parlais de tournevis, de choses comme ça. On est d'accord, parce que c'est important sur la partie communication que l'on abordera plus tard, que finalement, vous êtes un distributeur. Enfin, vous avez des marques dans votre catalogue, mais ce ne sont pas les marques Rubix. Ou alors, il y a aussi des marques Rubix. C'est une bonne question et tu fais bien de me la poser. On est un distributeur, donc une partie importante de notre activité, c'est d'acheter et d'avoir des relations avec des fournisseurs qui nous fournissent des produits qu'on va revendre. On a aussi, et du coup c'est pour ça que ta question est bonne, on a aussi une partie de notre activité qui est faite par ce qu'on appelle nos marques exclusives. Ce sont des marques qui sont développées par le groupe Rubix au niveau européen et qui sont distribuées dans tous les pays du groupe, y compris en France, et qui nous permettent d'avoir une offre compétitive, de qualité, une alternative sur plusieurs gammes, puisqu'on a plusieurs marques qui couvrent chacun une gamme une famille de métiers, on va dire. C'est un peu comme en grande surface, entre guillemets, quand tu as les marques distributeurs, quoi. C'est un peu comme en grande surface ou comme chez un leader de l'équipement sportif très connu de tout le monde aujourd'hui et une des marques préférées des Français que je ne vais pas citer parce que je ne sais pas si on a le droit. Bon, je pense, je sais pas. Enfin, moi, je suis attaché avec personne. Ça leur fera de la pub, mais je pense que tout le monde a reconnu. Et du coup, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais avant ça, prenons un peu de hauteur. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique plutôt avant de lancer Jumpstart. Et sur la partie communication, l'industrie de manière générale, et on travaille pour des acteurs industriels, a un peu de retard malgré tout sur d'autres secteurs d'activité. Ça dépend lesquels, mais sur d'autres secteurs d'activité. Alors que vous, Rubix, vous mettez quand même les moyens, je trouve, moi d'un point de vue extérieur, qu'il y a quand même des moyens qui sont mis et vous décidez de miser beaucoup sur la communication. Pourquoi vous le faites et comment vous le faites ? Alors je vais répondre d'abord sur le pourquoi. En fait, alors toi tu le sais, mais les gens qui nous écoutent ou nous regardent ne le savent pas. Moi je suis arrivé dans l'entreprise il y a 4 ans. Cette entreprise, elle ne s'appelait pas Rubix, elle s'appelait Orexad. Et elle venait d'acquérir une autre société concurrente, mais un peu sur le même marché, qui s'appelait Brammer. Donc en fait, on avait là 2 sociétés qui étaient assez connues dans leur secteur, qui venaient de fusionner, qui ont ensuite changé de nom. Enfin, en fait, on a opéré un rapprochement. Donc, Orexad est devenu Orexad Brammer. Bon, pas très original, mais assez simple. Et du coup, on a changé de nom. Et puis, peu de temps après, on a rechangé de nom pour prendre le nom de ce groupe européen qui s'appelle Rubix. Et ça s'est fait sur une période de 3 ans. Donc, en fait, la première raison pourquoi on communique beaucoup, parce que la marque Rubix a besoin d'être connue. Connue, reconnue. Et que les utilisateurs, nos clients, ou nos futurs clients, ils comprennent qui on est, ce qu'on fait, qu'on n'est plus ni Orexad ni Brammer, mais qu'en même temps, on fait à peu près la même chose, en mieux, on va dire, en plus poussé. Et donc, le premier challenge, c'était celui-là. On a besoin de communiquer pour créer une marque, en fait. La marque, elle n'existe pas comme ça, toute seule, naturellement. Et c'est une marque qui est voilà, j'arrête pas de dire, c'est un groupe européen, mais même au niveau européen, c'est une marque qui est jeune, qui est très jeune, donc qui date de 2018 ou 2019. Donc on a besoin de communiquer pour ça. La deuxième raison pour laquelle on communique beaucoup, c'est parce que dans des contextes comme celui-ci de transformation dans une entreprise, il y a transformation externe, il y a ce qui se voit à l'extérieur, puis il y a ce qui se fait à l'intérieur. Et pour que la transformation à l'intérieur se passe bien, soit fluide, soit accepté et puis soit source de plus de motivation que d'inquiétude. Et il faut communiquer. Là, ça se passe beaucoup sur la communication interne, mais tu as besoin d'embarquer les gens, de leur montrer la voie et de les fédérer autour d'un truc commun, collectif. Donc ce truc collectif, c'est on est tous Rubix, on est devenus tous Rubix, on a une bannière commune. Et pour ça, il y a besoin de communiquer, forcément, parce que
La transformation, c'est de il y a une partie d'accompagnement au changement, et dans l'accompagnement au changement, il y a du management, il y a de la formation, il y a plein de choses qui sont dans l'entreprise, mais il y a aussi une partie très importante qui se joue sur la communication. Tu ne peux pas faire un changement, faire une transformation sans faire de communication. Enfin, peut-être que tu peux, mais je ne vois pas comment ça pourrait marcher. C'est combien de salariés? Parce qu'on ne l'a pas précisé. C'est combien de collaborateurs pour bien comprendre de quoi on parle et à quelle échelle on parle? Donc, au niveau européen, c'est à peu près 8000 collaborateurs dans 23 pays. Et au niveau France, parce que moi, mon périmètre, je répète, c'est Rubix France, on est 2800 collaborateurs quand même. qui sont tous Rubix sur le papier. Et puis après, on a Rubix France qui est notre maison mère. Et puis on a aussi un certain nombre de filiales qui sont donc pas forcément sous le nom de Rubix, mais qui sont dans le projet Rubix. Donc les 2800 collaborateurs, c'est tous ces gens-là inclus, partout en France, sur tout le territoire. Et puis le siège basé à Lyon. L'objectif, c'est quand même de tous les embarquer sur cette bannière. Donc tu as aussi la problématique, ou en tout cas la contrainte géographique, ou des commerciaux qui sont sur le terrain et qui sont basés, peut-être même pas une agence, je ne sais pas comment ça se passe, mais faut réussir à toucher et à embarquer aussi ces gens-là finalement. C'est ça. On a effectivement beaucoup de commerciaux qui sont sur le terrain. Donc c'est une problématique que beaucoup de gens qui travaillent dans la communication rencontrent, sur ces populations-là, ou des populations qui n'ont pas forcément accès à un PC quotidiennement, on va dire. C'est pour ça que, pour faire le lien avec ce que je disais au tout début, la frontière là, entre com interne et com externe qui se gomme un peu, c'est pas plus mal, parce que a priori la plupart des gens ont un téléphone, la plupart des gens sont maintenant un peu connectés sur les réseaux sociaux, donc ce qu'on fait en communication interne, on le fait d'abord pour nos collaborateurs, et ce qu'on fait en communication externe, j'ai envie de te dire, on fait d'abord pour nos collaborateurs aussi. C'est-à-dire que s'ils ont loupé quelque chose en interne, ils ont une chance de le voir en externe. Donc on a besoin de beaucoup communiquer sur ces deux canaux pour atteindre les objectifs que je te donnais tout à l'heure. Et du coup, tu dis communiquer sur tous ces canaux. Concrètement, sans rentrer parce que vous faites beaucoup de choses, mais concrètement, vous mettez où l'accent? C'est quoi la stratégie? Qu'est-ce que vous faites en termes de communication tout au long de l'année? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Pour rester simple, en communication interne, l'enjeu, c'est fédérer les collaborateurs, accompagner les changements, les transformations, les différents projets de l'entreprise. Ça passe par... en fait, on a un réseau social d'entreprise. Donc, on a déjà un canal de communication qui est pour l'équipe com, pour la direction, mais aussi pour n'importe quel collaborateur. Donc, ils peuvent commenter. Ils peuvent poster. N'importe quel gars dans son agence peut dire, moi je viens de signer une affaire de ci, de ça. Donc déjà, on a cet outil qui est un espèce de forum collectif qu'on anime, qui nous plaît bien parce qu'il est décentralisé. Il n'est pas purement descendant. C'est pas juste la com de la direction ou la com de la boîte, c'est la com de tout le monde. On a ce premier outil qu'on utilise beaucoup parce qu'il a bien marché au moment du Covid. En fait, ça nous a bien aidé d'avoir ce truc-là où chacun peut partager et on se sent un peu moins isolé. Donc, on l'a gardé. Après, comme beaucoup d'entreprises, on a un intranet qu'on alimente avec des contenus. Et puis après, sur la partie com interne, on a beaucoup de séquences de ce qu'on appelle du cascading. Donc, ça part pour le coup souvent de la direction qui présente des priorités ou des projets au N-1, donc au management senior, on va dire, qui eux-mêmes le redescendent à leurs managers, qui eux-mêmes le redescendent dans leurs équipes, sur le terrain. Donc ce volet-là est important parce que le manager, finalement, est un canal de communication à part entière. Donc ça nous occupe pas mal. Et puis après, on a aussi, comme beaucoup de boîtes, un volet événementiel interne qui peut être physique dès qu'on peut, et puis qui peut être aussi événementiel en hybride ou en digital, parce que rassembler 2800 collaborateurs, c'est pas si simple, ça a un coût, et par contre rassembler 2800 collaborateurs virtuellement, c'est plus facilement réalisable, plus souvent, et que parfois, en fait, pour délivrer des messages, pour avoir un sentiment d'appartenance, il faut le faire, donc on le fait. Ça, c'est pour la com interne. Pour la communication externe,
On va être plutôt... En fait, ça va être plus ciblé, plus précis, on va dire. Nous, on a, pour l'instant, voilà, je sais que tu es un grand fan de tous les réseaux sociaux, mais pour l'instant, on a fait le choix d'être que sur un seul réseau social sur lequel on est bien présent, qui est LinkedIn. Pourquoi ? Parce que déjà, historiquement, moi, en tout cas, quand je suis arrivé, l'entreprise était déjà présente sur ce réseau, avec un bon nombre d'abonnés. Donc, il y avait quelque chose sur lequel on pouvait bâtir. Et puis parce que voilà, la communication, c'est aussi un vecteur de recrutement, enfin de reconnaissance de la marque. Donc du coup, LinkedIn est aujourd'hui pour nous le média le plus adapté. Ça nous permet de faire passer des messages à nos collaborateurs, à nos candidats, futurs candidats, à nos clients, à vos B2B, à nos fournisseurs. Ouais. Donc en fait, c'est un bon média pour toucher notre audience, parce que notre cible, pour rappel, c'est des gens qui sont dans des usines, qui peuvent être responsables de maintenance, responsables de la QHSE, mais aussi dans des plus gros groupes, ça peut être le directeur des achats ou le patron de la boîte, ça arrive. Donc LinkedIn est un bon média pour ça, parce qu'il cible assez large. Et puis après, on a un volet, je schématise un peu, mais il y a un volet relations presse, relations médias, sur lequel voilà, pour reprendre ce que tu disais, dans l'industrie, on communique peu. Donc, nous, on communiquait peu jusqu'à présent. Donc, on y va. Mais on y va forcément progressivement. Et sur cette partie-là, on essaye de cibler les bons médias. D'abord, les médias qui sont plus spécialisés dans l'industrie, avec les bons messages, avec les bons porte-parole chez nous, pour qu'on puisse s'exprimer sur des sujets qui sont importants pour l'industrie, et pour nous, et sur lesquels on pense qu'on est pertinent et qu'on peut apporter notre point de vue et notre regard. Donc ça peut être sur l'industrie du futur, l'industrie 4.0, ça peut être sur des sujets environnementaux, voilà, pour en citer quelques-uns. Et puis le dernier point, qui est, voilà, finalement je boucle les deux, la com interne et la com externe pareil, c'est l'événementiel, pour le coup l'événementiel externe. Donc, pour une entreprise comme la nôtre, il y a certains événements dans lesquels il faut être présent. Des salons qui sont donc plutôt dédiés à l'industrie, donc qui rassemblent des distributeurs et bien souvent des fournisseurs, dans lequel on est. Donc, pour en citer deux, pour donner un exemple, il y a un salon qui est très connu en France qui s'appelle Préventica, qui est dédié plutôt à la protection des salariés, des collaborateurs. Donc là, on y va avec notre costume de distributeur de fournitures industrielles et notamment d'équipements de protection. Et on y va pour montrer tout le panel de solutions qu'on a pour aider nos clients à protéger leurs collaborateurs et à les aider à travailler en toute sécurité. Donc ça, c'est des salons, on va dire, métiers spécialisés. Après, il y a des salons plus régionaux, il y a des salons plus dédiés à l'agroalimentaire, au métier de l'agroalimentaire, au métier de l'aéronautique, où on peut être présent. Et puis après, il y a des plus gros salons. Il y en a un qui est très connu, qui s'appelle Global Industrie, sur lequel on était l'année dernière, pas cette année, on verra pour les prochaines, où c'est un peu le même format, sauf qu'on est sur un truc plus ouvert. On n'est pas sur juste la protection, on est sur tous les métiers de l'industrie et sur toutes les familles de métiers de l'industrie. Et où, de la même façon, en fait, on est là, Rubix, pour rencontrer des gens, pour rencontrer nos fournisseurs, pour rencontrer nos clients, pour se faire connaître et aussi pour montrer le panel, la largeur de notre offre pour le coup, je veux dire notre offre de service, au-delà de juste les produits. Voilà. Du coup, là, ça fait beaucoup d'actions, beaucoup de projets potentiels. Oui. Toi, en tant que responsable communication, c'est quoi ton périmètre dans tout ça et et derrière, c'est deux questions en une, mais déjà, c'est quoi ton périmètre? Et après, finalement, comment ça s'articule avec ton équipe, l'organisation un peu interne-externe? Parce que finalement, là, il y a des RP, il y a des réseaux, il y a du contenu, il y a des salons, il y a de l'événementiel. Enfin, il y a beaucoup de sujets. Comment vous êtes organisé? Et c'est quoi, en fait, l'idée, c'est que tu me dises, c'est quoi le périmètre, entre guillemets, d'un responsable communication au sein d'un groupe industriel comme Rubix? Mon périmètre, c'est simple, du coup, je vais gagner du temps, mais tout ce que j'ai décrit, ça fait partie de mes responsabilités. Okay. Donc, c'est à moi de m'assurer que tout ça fonctionne, que ce soit avec mon équipe ou avec notre réseau de partenaires ou prestataires.
Donc il y a évidemment un volet dont j'ai pas parlé, mais parce que ça m'a paru évident, mais c'est pas le cas. Quand tu fais de la communication, évidemment, tu produis des supports internes ou des supports externes, des affiches, des plaquettes, des flyers, des catalogues, des brochures. Donc évidemment, on fait aussi tout ça, en interne et en externe. Donc ça fait partie de mon périmètre. Tous ces sujets-là font partie de mes attributions. C'est moi et mon équipe qui sommes garants de ce... Enfin, mon équipe et moi plutôt qui sommes garants de ces sujets. Et après, pour l'organisation, la réponse courte, c'est comment est structurée mon équipe. Déjà, ça va être plus simple. Moi, j'ai une équipe de 6 personnes. Il y a 4 chefs de projet et 2 graphistes. Donc, on a la chance d'avoir des graphistes en interne. On n'a pas de vidéaste, mais ça, tu le sais, et puis ça t'arrange bien, je crois. On a des graphistes internes, en tout cas. Donc, ça nous permet de produire vraiment pas mal de choses. Enfin voilà, tout ce que j'ai cité tout à l'heure, plus aussi des bannières web, même des... Des kakémonos événementiels. Évidemment, puis même des visuels ou des pictos pour des applications internes. Enfin voilà, on a la chance d'avoir ces 2 graphistes avec nous et donc d'avoir beaucoup de réactivité, beaucoup de souplesse et de pouvoir couvrir pas mal de besoins, puisque mes clients, à moi, à mon équipe, nos clients, ce sont les équipes internes. Ouais, le marketing, les RH. Tous les services de l'entreprise. Donc, on a ces 2 graphistes qui nous permettent d'avoir cette souplesse-là. Et puis, donc, mes 4 chefs de projet, comme je le dis souvent, quand je dois présenter mon service, ils sont tous super, déjà, j'en profite pour le dire. Ils sont tous plus ou moins interchangeables. C'est-à-dire que j'ai pas choisi de dire un tel et un tel, vous avez travaillé sur la com interne, et un tel, vous avez travaillé sur la com externe. Parce que déjà, j'y crois pas. Parce que pour eux, ce serait trop répétitif. Donc, en fait, j'ai 4 personnes qui ont chacun des points forts, enfin, des choses qu'ils aiment mieux, évidemment. Et ils sont très complémentaires. Mais du coup, sur un projet donné, ça peut être n'importe lequel des 4 qui couvre le projet et qui va essayer autant que faire se peut, d'attraper le projet à 360 degrés. Donc, c'est-à-dire, s'il y a de la com interne, il va s'occuper de la com interne. S'il y a de la com externe, il va s'occuper de la com externe. Même si chacun dans l'équipe a des attributions, a des responsabilités. Donc, voilà, je disais tout à l'heure, on a un réseau social d'entreprise. C'est plutôt une personne dans mon équipe qui est la pro du truc. Donc, si on a des questions, si même mon équipe a des questions, ça va être plutôt vers elle qu'on va se tourner. Sur la partie réseaux sociaux externes, c'est pareil. Sur l'intranet, c'est pareil. Ils sont, on va dire, ils sont référents sur des sujets. Mais après, si demain, il y a un projet qui arrive, on décide ensemble, ou parfois c'est moi qui décide, mais en tout cas, c'est pas systématiquement ces projets-là, c'est pour lui, et puis ces projets-là, c'est pour l'autre. C'est vraiment... Et c'est ça qui est intéressant aussi pour eux, j'espère, c'est qu'ils sont amenés à travailler sur des trucs très variés, produire un support print, réaliser une vidéo, organiser un événement, conseiller une direction sur un plan de com complet pour lancer un nouveau projet, un nouvel applicatif. Donc voilà, c'est l'organisation qu'on a choisie et pour l'instant, elle fonctionne. Et tu dis des projets qui arrivent. Est-ce que ton équipe et toi, vous êtes aussi force de proposition sur, on va dire, la manière de traiter un sujet? Je ne sais pas, il y a un nouveau lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle gamme de produits. Est-ce que, par exemple, le service en question vient vers vous et vous dit nous, on veut ça, 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 ou alors c'est aussi un peu votre expertise et du coup, ils disent juste, voilà, il y a le lancement d'une nouvelle gamme de produits. Qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue communication pour le mettre en avant sur les différents supports que l'on a, etc. Eh ben, normalement, et puis de plus en plus, ça se passe plutôt comme le deuxième cas, c'est-à-dire que on est là, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, mais d'une autre façon. Nous, mon service, on est là pour faciliter la vie de nos clients internes. Donc, pour qu'eux puissent se concentrer sur leur boulot, nous, on les aide à rendre leur boulot plus visible ou plus compréhensible. Donc oui, évidemment que, comme tous les gens qui travaillent dans la communication, des fois, j'ai des gens qui me contactent et qui ont déjà des idées très arrêtées sur ce qu'il faut faire. Et puis, on en discute, et puis on essaie de les convaincre. Puis, à force de faire des projets et de faire des choses bien, les gens nous écoutent un peu plus. Mais
L'idée, c'est plutôt d'être des partenaires, des conseillers, et de prendre le sujet, de prendre la problématique et de leur proposer le meilleur moyen de la traiter, que ce soit une vidéo, 2 vidéos, une brochure, ou rien du tout, et en fait une autre façon de faire. Donc voilà, en tout cas c'est l'approche qu'on privilégie, c'est celle-là, celle d'être non pas juste une fonction support, mais vraiment un business partner, c'est-à-dire travailler main dans la main avec les services, et globalement c'est dans ces cas-là qu'on a les meilleurs résultats parce qu'on est impliqué plus tôt dans les projets, plus longtemps et de manière plus collaborative, on va dire. Et du coup, est-ce que tu sais, c'est environ combien de projets par an que vous menez? Est-ce que tu as un peu des données stats sur la quantité de choses qui sont mises en place chaque année? Si tu les as pas, c'est pas grave. Non, mais... c'est une très bonne question. Écoute, on doit produire alors, quand je vais dire, là, je vais dire, les supports qu'on produit, support print, je vais mettre de côté tous les trucs qui sont vraiment trop petits. Mais des supports un peu conséquents, on doit produire nous directement mon service, ou alors pour les autres services, je sais pas, une quarantaine, une cinquantaine de supports par an. D'accord. Donc ça en fait pas mal par mois, hein, déjà, si on ramène ça comme ça. On doit faire peut-être 20, 30, 40 vidéos dans l'année. C'est pas forcément des vidéos d'1 heure, hein, mais voilà, c'est 30, 40 vidéos, c'est parfois 20 ou 30 sujets différents. On est en contact avec en fait, toutes les directions de l'entreprise. Donc voilà, tu sais quoi, c'est un exercice que je vais faire. C'est un exercice que je vais faire, c'est un bon exercice. Là, malheureusement, je l'ai pas fait avant. Mais voilà, c'est dur à chiffrer parce que entre les petites demandes, oui, les micro-trucs qui sont néanmoins des demandes, et puis les gros projets, voilà, évidemment qu'on n'a pas 200 gros projets dans l'année, mais on a un sacré volume de projets à traiter. Et sur toute l'année, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un truc cyclique où en fait on a je sais pas, on va dire 2 lancements d'année, que voilà, une fois qu'on a réussi ces 2 trucs là, c'est les 2, voilà, oui, ça existe, en fait, on a des lancements d'année, donc c'est des moments un peu clés, mais en fait on produit tous les mois. Le seul mois où on produit pas vraiment, où on sort rien qu'on a produit, c'est le mois d'août, quoi, en fait, mais on produit quand même pour la rentrée au final. Donc ouais, c'est assez intense. Tu as une planif quand même sur plusieurs mois à l'avance, je veux dire, sur les gros projets. Alors les petites demandes, c'est encore autre chose. Mais tu sais, je sais pas, là par exemple, on est en avril 2024. Tu sais qu'en septembre, je sais pas, il y a 2 temps forts et il y a déjà certaines choses où c'est un peu plus au fur et à mesure selon l'activité. Alors c'est un peu les deux, mais oui, je sais en septembre, je vais pas te les citer, mais je sais quels supports sortent, qu'est-ce qu'on va faire à peu près pour la rentrée commerciale, on va dire, comment on va traiter ça, ce que sera le cascading de rentrée. J'ai une idée approximative parce qu'on a encore un peu de temps, mais je sais à peu près l'ordre des séquences. Ok. Donc grosso modo les lancements et les supports à produire d'ici la fin de l'année, j'ai une bonne vision. Après, j'ai une vision aussi de ce qui se passe pour l'entreprise et de la stratégie globale d'entreprise. Mais il peut y avoir un projet qui arrive qui n'était pas tout à fait prévu ou qui n'était pas dans mon radar à moi. Donc forcément, ça en rajoute. Donc effectivement, il y a une planification. Cette planification elle est nécessaire parce qu'il y a tout le reste, tout ce qui n'est pas planifié. Donc si au moins on ne s'assure pas que ce qui est connu est planifié, c'est un peu compliqué de traiter tous les sujets en même temps. Et du coup, tu parlais de l'équipe de 4 chefs de projet et de 2 graphistes. Il y a ensuite combien de partenaires externes qui travaillent avec vous sur les sujets de communication? Alors là, pour le coup, je ne ferai pas l'exercice parce que j'aurais peur d'oublier des gens, mais c'est un écosystème de partenaires sur différents sujets. Donc, on a des voilà, pour un truc très simple, on bosse avec des imprimeurs, un certain nombre d'imprimeurs. On en a plusieurs
qui sont tous, dont on est tous très contents. On fait de la vidéo, je l'ai dit, donc on travaille avec une petite boîte qui s'appelle Jumpstart Studio, mais pas que. Oui. Donc voilà, je vais pas citer le nom, mais on travaille avec des agences soit de com, soit de branding, soit d'image, parce qu'on en a besoin. J'ai dit tout à l'heure qu'on faisait des RP, donc on travaille avec des spécialistes des RP. Pareil, on organise des événements. Donc quand on organise des événements, il y a une grosse partie des choses qu'on est capable de faire nous-mêmes, et puis il y a une partie des choses qu'on est un peu moins capable de faire, donc on va sous-traiter, même plutôt on va faire appel à un partenaire pour nous accompagner sur le sujet. Donc voilà, je vais pas donner de nom, mais on a créé c'est tout un réseau. Un écosystème. C'est vraiment... je dirais pas qu'ils font partie de l'équipe complètement, mais en fait, c'est ça qui nous permet aussi d'atteindre nos objectifs. C'est que on est staffé, on est bien. Hein. C'est déjà bien d'avoir une équipe comme ça, mais on peut pas tout faire. Donc on achète. Quand tu bosses avec des prestataires, tu achètes soit du temps, soit de l'expertise, soit les deux. Donc on peut pas tout faire, et comme on a beaucoup de sujets, on est obligé de se faire accompagner. On est très content de le faire, et ça nous permet ça nous permet d'être encore meilleurs. Et ça nous permet aussi de faire des échanges, de rencontrer des gens, de voir ce qui se fait ailleurs, d'avoir aussi un regard extérieur sur ce qu'on fait. Et c'est pour moi, et je pense pour l'équipe aussi, très important d'avoir ce réseau de partenaires en qui on a toute confiance, et avec qui on a envie de faire, on a envie de se challenger mutuellement pour faire des beaux trucs ensemble. Du coup, tout à l'heure, tu nous as parlé un peu de ton périmètre. Au quotidien, comment ça s'articule ? Est-ce que, je suppose, moi, je sais ce que c'est, il n'y a pas de semaine type ou de journée type, mais du coup, au quotidien, là, c'est plus, toi, pour les gens que ça pourrait intéresser potentiellement un jour de devenir responsable communication dans une grosse structure. Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Alors, beaucoup de mails ? Ouais, alors bon, ça, c'est le côté moins sexy, mais du coup, les outils de travail, mail, donc Outlook, PowerPoint, Teams, beaucoup là maintenant, c'est devenu indispensable. On va dire, c'est mes basiques, hein, pour moi, ça c'est sûr, pour l'équipe aussi, au final. Donc oui, beaucoup de mails, parfois un peu trop, mais bon, voilà, ça fait partie du job. Beaucoup de réunions. Alors oui, c'est comme ça, c'est le lot du job. C'est pas forcément, parfois ça fait beaucoup, mais en même temps, tout à l'heure je disais qu'on travaille sur beaucoup de sujets, donc beaucoup de sujets égale beaucoup d'échanges avec les gens, et c'est jamais les mêmes gens, c'est jamais les mêmes sujets. Donc en fait, chaque fois que tu as un projet qui démarre, ou chaque fois que tu as un suivi de projet à faire, tu fais forcément une réunion ou une rencontre. Voilà, on n'est pas obligé d'appeler ça une réunion, parce que des fois c'est juste un peu informel avec quelqu'un. Mais donc c'est soit du suivi de projet que fait mon équipe aussi, hein. Je décris mon quotidien, mais c'est aussi le quotidien de mon équipe. Soit de la prise de projet, c'est-à-dire je suis contacté par quelqu'un, donc soit par une personne au sein d'une direction, soit directement par un des directeurs, vers tel sujet, on lance le truc, et donc pour ça on est obligé de se parler. Dans ces fameuses réunions, il y a aussi un truc qui est très important, dont on a déjà parlé tous les deux, mais il y a aussi des points avec les gens de mon équipe. Ça, c'est très important pour savoir ce qu'ils font, pour savoir comment ils le font, pour les accompagner et les aider à s'améliorer encore, on va dire. Et puis pour échanger avec eux, parce que c'est toujours bien d'avoir un échange. Évidemment, quand tu animes une équipe, il y a aussi des temps collectifs. Donc ça, c'est pareil, j'allais dire ça prend du temps, mais non, c'est comme ça, c'est naturel, il faut le faire. Et puis après, il y a une partie de production. Moi-même, je produis des choses. D'accord. Donc, ce que je produis le plus maintenant, c'est beaucoup de la recommandation, on va dire. C'est pas comme dans une agence, mais de la recommandation stratégique. Pour oui, on va dire présenter des projets, défendre des idées,
Anticiper aussi sur des sujets. Voilà, si on organise un événement, bon bah voilà, pourquoi il faut être à l'événement, qu'est-ce qu'on va faire à l'événement, comment on va le faire, de qui j'ai besoin dans l'entreprise, c'est-à-dire de quelle direction on a besoin. Donc c'est beaucoup de recos ou on va dire une forme de vente de notre expertise. Ouais, quoi. comme une C'est-à-dire, agence, quoi, finalement. c'est un petit peu comme une agence, toute proportion gardée, mais voilà, mon quotidien, puisque la réponse est sur mon quotidien. Mon quotidien, c'est de répondre aux clients, enfin faire la première réponse, prendre l'appel du client, on va dire, et puis d'orienter vers les bonnes personnes là ou les bonnes personnes dans mon équipe, et ensuite de faire le service, enfin le suivi client, global, quoi. Voilà, c'est-à-dire le suivi global de ce qui se passe dans mon périmètre, évidemment, et puis le suivi client. Donc voilà, parmi toutes ces réunions que je cite, il y a des réunions qui sont un peu moins des réunions, puis un peu plus des échanges pour voir si le client interne est content, s'il y a d'autres trucs qui arrivent, si ce projet dont il me parle, il n'a pas un impact sur un autre projet. Donc voilà, tu me diras si j'ai résumé assez. Non, Voilà. c'est bien, ouais. Si on revient un peu à la communication dans l'industrie de manière générale, c'est quoi ton regard sur les acteurs industriels et leur manière d'utiliser la communication et dans le futur, ça va être quoi les grandes tendances selon toi? Enfin, est-ce qu'il y a une ou deux tendances sur lesquelles tu te dis, bah là, en tout cas, potentiellement, nous, ça nous intéresse, donc peut-être ça peut intéresser d'autres acteurs de l'industrie? C'est une très bonne question, mais celle-là est un peu sortie de nulle part, quoi. Ouais, c'est la surprise du chef. C'est dur parce que les premières réponses qui me viennent, c'est des trucs un peu génériques, mais bon, c'est comme ça. La première tendance, c'est qu'on va... Enfin, ouais, en fait, on a participé il n'y a pas longtemps à une conférence tous les deux, donc je vais te citer des trucs que tu as déjà entendus. La première chose, c'est que frontière entre com interne et com externe, très floue en ce moment. Enfin, maintenant. Et puis, ça sera... Enfin, voilà, c'est définitif. Ça reviendra plus en truc ultra cloisonné. Ça veut dire que ta com interne est super importante parce que, en fait, chaque personne de ton entreprise est un moyen de communication. Ouais, ton ambassadeur. Et derrière, ton ambassadeur, alors après, il y en a qui sont plus ou moins engagés, et enfin voilà, c'est pas un jugement, c'est comme ça. Mais donc, la première tendance, elle est déjà là. on le voit sur LinkedIn. Voilà. Maintenant, tu as des collaborateurs qui prennent la parole sur leur quotidien au sein de l'entreprise et qui finalement font la com de leur entreprise avec leur nom propre, quoi. Et Exactement. de plus en plus. Exactement. Donc ça, c'est une tendance qui est déjà là. Mais je vois pas, je le vois le truc que se renforcer. Donc le challenge, c'est comment tu accompagnes cette tendance et ces gens-là pour qu'ils continuent de faire ce qu'ils ont envie de faire, parce que généralement ils le font spontanément, et que ça aille aussi dans le sens de ce que l'entreprise et le service communication veut dire et veut faire. Donc comment tu utilises cette bonne volonté naturelle sans être trop... Voilà, chaque collaborateur de l'entreprise, typiquement, peut communiquer pour moi, mais en fait, je ne vais pas leur ordonner ou leur exiger qu'ils le fassent. Donc, en fait, il faut guider les gens sans leur donner un cadre, sans leur donner un cadre trop formel, pour ne pas brider les bonnes volontés. Ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, je vais dire ça pour te faire plaisir surtout, mais c'est vrai, la vidéo est un média qui marche beaucoup, qui a une variété énorme, parce qu'en fait, quand on parle de vidéo, 20 secondes de vidéo, c'est une vidéo, 1 heure de vidéo, c'est une vidéo, 3 minutes de vidéo, c'est une vidéo, une web série de 10 épisodes de 1 minute, ce sont des vidéos. Un collaborateur lambda qui se filme tout seul en train de faire un truc, c'est de la vidéo. C'est un média qui a un gros potentiel. Donc c'est une des tendances. Et le dernier truc que je vais te dire, c'est pareil, là pour le coup, c'est
c'est pas nouveau, mais vu le monde dans lequel on vit, voilà, on a tous les deux, bon, pour des bonnes raisons, mais on a tous les deux notre téléphone posé sur la table, on a tous les deux, enfin, en tout cas, je vois pas les miennes, mais je vois le tien, on a tous les deux des notifs qui popent dans tous les sens. En fait, une des tendances, à mon avis, j'espère, mais ça va être dur, et je le dis en sachant que ce sera un immense challenge pour moi aussi, une des tendances, ça va être de la sobriété de la communication. C'est-à-dire qu'on est tous, alors, à titre personnel, à titre individuel, on est tous matraqués de messages, de pubs, enfin, ou d'infos. Donc voilà, n'importe laquelle de tes applis t'envoie 200 notifs par jour. Donc quand tu bosses dans une grosse entreprise, malheureusement, la tendance est un peu la même. C'est-à-dire qu'on t'envoie beaucoup de messages, beaucoup d'informations, plus ou moins bien filtrées. Et je pense que ça va, voilà, ça va pas exploser, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir revenir à plus de sobriété parce que le cerveau humain peut assimiler qu'un certain nombre limité d'informations et que plus on te donne d'informations, plus tu satures et moins tu retiens l'essentiel. Donc je pense qu'il y a, enfin, en tout cas pour les gens qui bossent dans la communication, il y a un gros sujet là-dessus et voilà, je souhaite que ça devienne une tendance et honnêtement, je ne saurais pas encore comment attraper le sujet, mais si on s'y met tous, ce sera un très bon sujet pour essayer de solutionner ce problème. On va dire. Ouais, je suis assez d'accord. Pour conclure, est-ce qu'il y a une campagne ou une action de communication que vous avez faite chez Rubix qui te sort à l'esprit comme ça et dont tu es fier et pourquoi et pourquoi? Il y en a une. Si tu peux nous la présenter rapidement. Bien sûr. Moi, je ne vais pas juste répondre oui. En fait, il y en a une. Il y a quelques mois maintenant, on a organisé un événement interne auquel on a invité des fournisseurs qui était le premier événement de Rubix. Parce que Rubix, en fait, c'est assez récent. On a parlé là, comme si... Enfin, puis je ne l'ai pas spécifié, mais en fait, la marque Rubix en France est née le 1er janvier 2023. Donc l'année dernière, en novembre 2023, on a organisé le premier événement Rubix France. On a invité une large partie de nos collaborateurs. On était 1300 ou 1300, je crois. Beaucoup de fournisseurs à nous. Et on a monté un événement hybride, on va dire, avec une plénière qui était là pour célébrer et expliquer ce que ça faisait d'être tous ensemble, tous Rubix, avec un salon comme un salon professionnel, mais un salon interne avec nos marques exclusives dont on parlait tout à l'heure, des fournisseurs, des solutions à nous pour que les équipes déambulent et voient, se rendent compte en fait que, voilà tout ce qu'on fait et c'est beaucoup. Et donc sans faire trop les malins, mais à nous seuls, on est capable de monter un petit salon qui a de la gueule. Et puis, il y avait dans cette journée une espèce de parcours de formation ou initiation. Donc, les équipes passaient dans des ateliers pour se former ou s'approprier un sujet. Donc, c'est un événement qui a duré une journée, qui était génial à vivre. En tout cas, moi, à titre personnel, j'ai trouvé ça génial. Les retours ont été très bons. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas de frontière entre la com interne et la com externe. Là, je parle d'un événement interne, mais évidemment, en termes de com externe, ça nous a fait beaucoup de visibilité, puisque je fais le lien sur tout ce que j'ai dit avant. Oui. Les collaborateurs ont beaucoup communiqué, on a beaucoup communiqué, on a fait des photos, on a fait des vidéos, du post-event, évidemment. Ça a marqué les collaborateurs. Donc déjà, ça crée un souvenir commun. Ça crée un souvenir, une mémoire commune qui vient s'inscrire dans la grande histoire de l'entreprise. Donc c'est super sympa d'avoir été à l'initiative de ça. Et puis, pourquoi je retiens ça déjà? Parce que c'est un truc récent. Et aussi parce que mon équipe a œuvré tout au long de la préparation du projet et tout au long du déroulement de cette journée. Et que je les ai vus se déchirer dans tous les coins du projet, chacun avec ses forces et avec sa personnalité, et que tes patrons, pareil, on a déjà parlé un peu de ça, de voir ça, c'est trop beau quoi en fait. De voir des gens être engagés comme ça, donner autant et avoir un résultat comme ça et pouvoir que eux puissent aussi se dire waouh, on y était, on l'a fait
Et les gens nous remercient. Et enfin voilà, ça arrive, hein, mais c'est pas si souvent non plus que tu as un retour aussi positif et aussi physique sur un truc que tu fais dans un service communication. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre choix pour moi que de parler de ça, parce que c'est une grande fierté personnelle, une grande fierté pour l'équipe, et puis une grande fierté pour l'entreprise, parce qu'en fait, on est content d'avoir fait ce bel événement. Et voilà, je le redis, mais ça a marqué l'histoire de la boîte. Et donc, très content d'avoir participé à ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va en refaire un. Mais voilà, un truc génial. Bah, de toute façon, c'est aussi un peu la magie de l'événementiel, c'est que c'est beaucoup de stress en amont, etc. Mais puis le jour J, si tout se passe comme prévu et qu'il n'y a pas de galère, derrière, tu dis le soir quand tu finis l'événement, bon, t'es crevé, mais tu dis ah ouais, on a quand même vécu un truc, c'était génial, quoi. Donc je comprends que tu cites ça. Bravo à toi et bravo à toute l'équipe qui a travaillé sur le projet. En tout cas, David, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. C'était super intéressant comme échange. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Sur le terrain. On se retrouve un vendredi sur 2 pour un nouvel épisode. David, où est-ce qu'on peut suivre d'ailleurs Rubix? Donc, tu nous as dit LinkedIn, Rubix France. Toi, on peut te suivre sur ton LinkedIn également, c'est ça? Ouais, c'est ça. Déjà, je te remercie pour l'invitation, pour la conversation. C'est cool. Vous pouvez suivre Rubix France sur le compte, sur LinkedIn, Rubix France. Vous pouvez même suivre Rubix Group si vous voulez. C'est encore mieux. Voilà, si vous voulez faire les deux. Et puis, ouais, moi, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Twitter, mais je suis un peu moins présent en ce moment, ou alors c'est beaucoup sur du foot et du cinéma. Donc, c'est plus personnel, on va dire. Et puis voilà, ouais, si des gens ont des questions, ont envie d'échanger avec moi, enfin voilà, tu sais comment je suis, c'est toujours avec plaisir. Bah, c'est sûr qu'en plus, c'est intéressant parce que tu as l'expérience, toi, des grandes structures, des grands groupes. Et jusqu'à présent, on a surtout accueilli des gens, tu vois, plutôt de structures un peu plus petites, ou en tout cas avec un service com un peu moins important. Donc c'est pour ça que c'est intéressant que tu sois là. Avec plaisir, en tout cas. Merci beaucoup, David. À bientôt. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Salut.